Et bonjour à tous, bienvenue pour ces previews NFL 2026. Et comme d'habitude avec moi, j'ai Tristan, alias Jaco sur X, Endzone FR aussi pour le moment, on ne sait pas. Sur X, comment vas-tu Tristan? Ça va bien et toi, Maxime? Ça va nickel, La impeccable. forme. Nous avançons doucement mais sûrement sur ces previews. Et aujourd'hui, la division des champions en titre, hein, dont on va parler en dernier, bien évidemment, en tant que first seed. Et pour démarrer, je te propose, Tristan, qu'on y aille direct. On va démarrer par les Arizona Cardinals, qui avaient le choix numéro 3 lors de la draft 2026. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont eu un bilan pas très beau. Vas-y, je te laisse démarrer sur les Cardinals un peu, car il y a des choses à dire. Ça fait encore une fois partie d'une équipe. Ils font partie du groupe, de ce groupe d'équipes qui ont changé de head coach. Qu'est-ce que tu peux me dire dessus? Ouais, il y a pas mal de choses à dire sur les Cardinals parce que il y a eu un grand ménage après le départ de Jonathan Gannon. Du coup, on a eu un tout nouveau coaching staff. D'ailleurs, c'est l'équipe qui a, je crois, si je dis pas de bêtises, qui a embauché son coach parmi les derniers. Euh, donc, ils n'avaient plus l'embarras du choix, on va dire, pour les candidats au poste de head coach. Donc, ils ont changé de head coach. Ils ont aussi changé de QB1. Alors, certes, Jacoby Brissett avait déjà start beaucoup de matchs l'année dernière, mais Kyler Murray n'est officiellement plus un cardinal de l'Arizona. Euh, ouais, du coup, tout nouveau coaching staff, euh, probablement nouveau quarterback, ou en tout cas bridge QB pour Jacoby Brissett et peut-être Carson Beck. Et ouais, toute nouvelle page qui se tourne pour les Cards. Ce qui est difficile pour eux, je pense, c'est que ils ont une grosse reconstruction à faire dans une division qui est vraiment impitoyable. Donc, ça laisse pas beaucoup de place à l'erreur pour les nouveaux coaching staff qui arrivent à chaque fois. Donc, voilà, ça va être encore une fois compliqué. Mais enfin, à la fois, il y a beaucoup de choses à dire parce qu'il y a beaucoup de changements. À la fois, il n'y a pas tellement de choses à dire puisque, en fait, il y a tellement de nouvelles choses que ben, on ne peut pas vraiment savoir qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui ne va pas marcher dans leur effectif en 2026, quoi. Il y a peu de certitudes, si ce n'est peut-être Trey McBride et quelques autres. Mais à part ça, voilà, c'est beaucoup de nouveautés. Il y a aussi beaucoup de choses qui n'ont pas du tout fonctionné. Et par exemple, Drew Petzing en tant que OC, je sais qu'il avait été énormément critiqué par les fans des Cardinals. Là, ils s'en séparent. Ils font venir Nathaniel Hackett, du coup, dans ce nouveau coaching staff avec Mike Lafleur. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée de prendre. Enfin, tu remplaces Drew Petzing par Nathaniel Hackett. Vraiment, je sais pas du tout ce que ça va donner et j'ai bien peur qu'il fasse que un an. Il y avait aussi le jeu à la course qui a été complètement abandonné. Et on a vu que d'ailleurs Jacoby Brissett avait battu le record de passes complétées lors d'un match. Je crois qu'il était en 40. 44 sur 57 tentés. C'est vraiment une chose, je trouve, aberrante. Il y a Josh Sweat qui s'est un peu démarqué de ce marasme défensif. Will Johnson a montré aussi de très bonnes choses. Donc, il y a quand même des joueurs jeunes, oui et non, parce que Josh Sweat, il est plus tout jeune quand même. Mais Will Johnson, c'est vrai que avant qu'il se blesse et que ce soit un peu plus dur pour lui, il était niveau first round, là où on l'attendait finalement, alors qu'il a été drafté, on sait, bien plus tard. Donc ouais, les Cards là, avec le jeu de course, ils ont tenté un truc qui souvent est un peu critiqué par tous les fans, par tous les médias. C'est de prendre un running back au troisième choix de la draft, à la personne de Jeremiah Love. Je sais pas si c'était une bonne idée de prendre un mec all-time, enfin all-time, générationnel un peu, genre vraiment une sorte de Saquon Barkley bis là, ou de Ashton Genty bis dans une équipe où il n'y a pas de fondation certaine. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Tristan, toi? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont pas fans de voir une équipe qui a beaucoup de postes à pourvoir dans son équipe et prendre un running back, quoi.
Bah, ouais, moi c'est un débat qui est récurrent. Tous les ans, on a ce débat un petit peu de est-ce que c'est bien de prendre un running back tôt à la draft ou pas. Moi, je dis toujours la même chose. Je pense que le prospect, il vaut ce qu'il vaut. Jeremiah Love, c'était peut-être le meilleur joueur de la draft, avec Caleb Downs peut-être. Mais du coup, offensivement, c'était le meilleur joueur de la QV. Tu le prends troisième overall. Eu égard de son poste, c'est mérité qu'il soit choisi à cette place-là. Maintenant, quand tu le mets dans son contexte, moi, je ne suis jamais contre prendre un running back tôt si le prospect en vaut la chandelle. C'est juste que faut pas le mettre dans un contexte où tu le donnes en pâture, quoi. Si c'est prendre un running back pour l'envoyer au casse-pipe et qu'il se fasse toucher avant même la ligne de scrimmage, ça n'a pas d'intérêt. Il vaut mieux bâtir la ligne offensive avant. Comme je te coupe juste, comme les Raiders, ils ont fait, certes, ils ont pris Gentry Hansen Mhm. Ouais, qui l'année dernière, était c'est ce qui s'est passé. un joueur hors norme. Et là, ils font un peu la même erreur que les Raiders. Avec la ligne qu'ils ont, certes, ils ont fait venir Isaac Semalo de chez les Steelers, mais tu sais pas si le mec il va être contacté de 2 yards après ou de 2 yards avant, parce que vu la ligne qui Ouais, n'est bah pas bonne. Paris Johnson, c'est un bon left tackle. Isaac Seumalo, il est vieux, mais il fait le taf normalement au poste de left guard. Froholt, leur centre, il est très sous-coté. On n'entend pas beaucoup parler de lui, alors que franchement, c'est un bon centre. Par contre, Isaiah Adams, j'espère qu'il va se faire sauter par Chase Bisontis, le rookie de je sais plus quelle fac, c'est Texas A&M, je crois. Euh, donc, on va voir ce que ça donne au poste de garde droit. Et par contre, au poste de tackle droit, là, il y a pas, enfin, à moins qu'il y ait un nom qui sorte du lot pendant les training camps, j'ai l'impression que c'était un des plus gros besoins et qu'ils n'y ont pas vraiment répondu avec une réponse forte, on va dire, que ce soit par la free agency ou par la draft. Et ça, c'est ce qui me fait un peu peur. Donc la ligne, elle est un petit peu, on va dire, elle n'est pas assurée, quoi. Elle est pas encore fiable. On n'a pas vraiment de certitude. Et du coup, bah, comme tu l'as dit, prendre un running back quand tu n'as pas une ligne vraiment stable et un jeu de course fonctionnel, c'est peut-être un petit peu faire passer la charrue avant les bœufs. Maintenant, c'est bien cette expression pour ce qu'on dit, la charrue avant les. C'est exactement ça. Bref, la charrue, c'est le running back et les bœufs, c'est la ligne. Bref. Mais sinon, à part ça, Je l'avais écoute, pas vu comme ça, mais ouais. GG. Sinon, bah, la défense, toujours un grand chantier, hein. On a vu Walter Nolen, il a montré des bonnes choses sur les les quelques matchs où il a joué. Will Johnson, pareil, mais il y a encore pas mal de trous. Et comme tu l'as dit, moi, ce qui m'inquiète, c'est pas tant de remplacer Drew Petzing par Nathaniel Hackett, parce que ça, si tout le reste était resté pareil, ça aurait été limite un downgrade. Là, comme tu changes de coaching staff complètement, tu passes de Drew Petzing, qui est le play caller en tant que OC, à normalement, je pense, Mike Lafleur sera le play caller en tant que head coach. Donc, Nathaniel Hackett a moins de responsabilités que si. Enfin, c'est comme quand il était chez les Packers derrière l'autre frère Lafleur. Euh, et ça avait relativement fonctionné. Donc, j'espère que ce ne sera pas Hackett le play caller. On va voir ce que ça donne. Le problème, c'est que bah, tu fais un rebuild au milieu de l'enfer sur Terre, quoi. Tu as les 49ers qui, malgré les blessures, sont toujours bons, toujours bien coachés, même s'il y a un petit peu de. Bon, on en parlera après. Les Rams qui clairement jouent le titre et les Seahawks qui sont champions en titre. Donc, tu n'as vraiment pas de cadeau qui est fait dans ta division. Et voilà, ça va être difficile pour les Cardinals. Mais je pense que, euh, bon, je ne les vois pas gagner beaucoup de matchs cette année. Je vois pas Carson Beck ou Gardner Minshew être la solution miracle au poste de quarterback. Donc je pense que ça va être un peu une année pour voir où t'en es, avoir le plus de il faut essayer de trouver le plus de réponses possibles à la question du coaching staff, à la question de qui seront les titulaires enfin, indiscutables pour le futur, quels sont les joueurs sur lesquels tu as envie d'investir des gros contrats. Tu as quelques réponses, mais par exemple, Marvin Harrison Jr., on n'a toujours pas eu de vraie confirmation, on n'a pas eu de breakout season, donc on attend ça. Idem en défense, Evan Collins, c'est un joueur qui a été drafté au premier tour en 2021, il n'a jamais explosé encore. T'en as beaucoup des joueurs comme ça chez les Cardinals. Et donc, pour moi, là, cette saison, c'est surtout, on voit ce qu'on a et on commence
à mettre en place, enfin, à consolider les bons éléments et voilà, faut bâtir dans le bon ordre, quoi. Chose qui a souvent été bâclée dans beaucoup d'équipes. Mais bon, je sais pas, on a vite fait parler de la free agency. Il n'y a pas de gros ajouts ni de grosses pertes à part Kyler Murray qui est parti. Et à la draft, moi, je comprends le pick de Jeremiah Love, même si c'est pas ce que j'aurais fait. Chase Bizantis, c'est solide. Par contre, Carson Beck, au début du 3e tour, c'est peut-être le choix que j'ai le moins aimé de toute la draft, toute équipe confondue. Donc, Non, oui, à voir. Sachant ce que c'est mangé Tyler Shaw quand il a été pris au second tour, là, Beck, bon, il aurait mérité pareil, voire même plus, parce que nous, quand même, on était assez bien sur ce Tyler Shaw. Je vais juste conclure ce que tu as dit en disant que tu es en train de voir comment le rebuild où est-ce qu'il va s'orienter, sachant que les Cards, c'est l'équipe qui aura le plus de cap space là, pour le moment. À la prochaine intersaison, ils auront un truc style 117 millions de cap space. Donc, c'est exactement comme tu as dit, tu regardes sur quel joueur tu vas pouvoir t'appuyer sur les années futures. Et puis après, tu vas un peu faire ce qu'ont fait les Patriots, les Giants, les Saints, non pas les Saints, parce qu'ils n'ont jamais de cap space presque. Mais ce qu'on fait, et même les Titans cette année, ouais. tu vas un peu dépenser, parfois overpay certains joueurs, tout ça, Oui, bah, en fait, pour faire l'instant, ils prennent le même chemin que les Raiders ont pris, c'est-à-dire, et que les là, Raiders ils ont aussi. pris le running back, ils économisent et la saison prochaine, on espère qu'ils vont avoir l'occasion de drafter un rookie quarterback, sur lequel tu peux fonder des espoirs et qui va montrer des belles choses et j'espère que, pour eux, ils auront les fondations en place à ce moment-là pour accueillir dans les meilleures conditions un quarterback. Parce que si cette année, tu n'as aucune réponse et tu n'avances pas sur le pourquoi du comment on est mauvais et quel joueur ne. Enfin, si tu n'as aucun joueur qui se développe, tu n'as pas vraiment de réponse, tout reste en suspens et que l'année prochaine, tu dois prendre ton quarterback et que tu le ramènes dans une franchise qui est encore en gros travaux, en gros chantier, et ben, j'ai peur que ça la foute mal pour le coaching staff qui aura pas une laisse très très longue. Et donc, ils n'auront pas énormément de droit à l'erreur. Et dans une division aussi difficile, ça pourrait être difficile pour les Cardinals de sortir un peu la tête de l'eau, quoi. Mais en tout cas, on leur souhaite de trouver le plus de réponses possible cette année et d'avoir le plus possible de jeunes qui confirment et qui, malgré les performances peut-être décevantes de l'équipe et les résultats et le bilan négatif, on espère voir des individualités qui sortent du lot pour que, voilà, dans 1 an, 2 ans, voire 3 ans, les Cardinals puissent retrouver un peu le chemin des playoffs, quoi. Oui, et c'est pour tout ce qu'on a dit un peu que je vois cette équipe 3 à 4 victoires, peut-être une de plus que l'année passée. Je pense que bon, c'est une des équipes enfin, ils vont choisir très tôt, je pense, lors de la draft de 2027. Mais je pense quand même que sur le contenu des matchs, ils vont perdre plein de matchs de très peu ou de moins de 10 points. Je pense que cette équipe-là, quand même, va nous montrer certaines belles choses. J'ai hâte de voir une saison pleine de Walter Nolan et de Darius Robinson, de Mizzou, je crois qu'il était. Mmh mh. Donc voilà, 3-4 victoires. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Ouais, moi, pareil, je suis entre 3 et 5 victoires, maximum pour les Cards cette saison et en vrai, c'est pas le bilan qui va compter comme pour quelques-unes des autres équipes qui sont dans cette situation-là. Je pense aux Jets, je pense aux Browns, il y en a quelques autres, mais Dolphins les aussi. Dolphins Enfin, aussi. il y en a plein. Ouais. Ce que tu joues cette saison, c'est pas vraiment ton bilan, c'est pas ta place en playoff, tu sais que tu vas être mauvais. Ce que tu joues, c'est avoir le plus de réponses possible pour la suite et commencer à bâtir sur des fondations et des bases saines. Donc on veut voir, du bon play calling, même si tu te fais dominer sur les individualités, on veut voir, ouais, on veut voir le coaching staff, c'est un rookie head coach aussi en plus, donc ça va être compliqué, hein. Mais, écoute. Voilà, je pense qu'on a été bon sur les cards. Il y a pas grand-chose d'autre. Enfin, il y a pas d'autre chose à dire, hein.
parce que jeune head coach, voilà, il n'y a pas de QB, etc. Donc, on peut passer à celle qui a fini troisième de cette division, c'est les San Francisco 49ers. Imaginez, vous êtes en 12-5 et vous êtes que troisième de votre division. C'est quand même une folie de se dire ça. Moi, ce que je peux dire, c'est que Robert Saleh part. Mais ils font venir, Tristan, si je ne me trompe pas, Raheem Morris en tant que défensif coordinateur. Donc, Ouais, qui est familier quand même avec l'Arp Shannon. qui est familier avec Larb Shannon et qui est familier de la division, car c'était l'ancien défensif coordinateur chez les Rams avant qu'il parte chez les Falcons. Et je trouve qu'il laisse partir un très bon d'essai pour un autre bon d'essai. Pas bon head coach, mais je pense que Raheem Morris peut vraiment faire le travail lors de ces prochaines années en tant que DC chez les 49ers. Mais le gros problème, moi, que je trouve chez cette équipe, c'est les blessures. Même là, on a vu Ricky Pearsall fin de saison. Et l'année dernière, ils n'y ont pas échappé non plus. Et l'année d'avant, ils n'y avaient pas échappé non plus. Donc, ça commence à être dur pour eux. L'année d'encore avant, ouais, il y avait eu non seulement des blessures, plus des tragédies et des accidents, que ce soit, je crois que c'est la fille de Charvarius Ward, il y avait eu l'incident avec Ricky Pearsall qui s'était fait tirer dessus. L'année dernière, comme tu l'as dit, il y a eu, c'est une des équipes qui a été le plus blessée, si ce n'est l'équipe qui a été le plus blessée. À un moment, ils avaient la moitié de leur roster sur Injury Reserve. Et cette année, ça commence pas très bien puisque Ricky Pearsall est déjà annoncé out pour la saison. Et cette fois, c'est même le coach, c'est Kyle Shanahan qui a eu un accident de voiture où il a failli perdre un œil. Il a eu, je sais pas combien de points de suture au visage, les bras, les chevilles cassés, enfin bref. Donc, c'est vraiment la malédiction pour les Niners, les blessures et les accidents. Donc, on leur souhaite que ce soit moins grave cette année. Et l'année dernière, mine de rien, malgré toutes ces blessures, ils ont quand même réussi à naviguer leur calendrier, qui était certes assez facile, mais puisque c'était un calendrier de dernier de div, je crois, ou de troisième, mais en tout cas, c'était un calendrier plutôt facile, ouais. Et ils se sont frayé une place jusqu'en playoff, où malheureusement, ils ont gagné qu'un seul match. C'est déjà pas mal. Et ils ont gagné contre les champions en titre, si je dis pas de bêtises, contre les Eagles, enfin contre les anciens champions en titre. Ils ont tapé les Eagles en première semaine, enfin en Voilà. wildcard. Et aussi, j'ai complètement oublié de dire, il y a non seulement Robert Saleh qui part, mais il y a aussi Mike Lafleur qui était ici Oui. en tant Non, Mike qu'offensif. Lafleur, il était chez les Rams. Mike Lafleur, il était chez les Rams? Ah ouais. Ouais. Mais c'est très très drôle parce que je vois les noms s'enchaîner, tout ça. J'ai l'impression qu'on est en 1998 car Kyle Shanahan recrute en offensive coordinateur le deuxième frère Kubiak, Clint. Ah, mais il est déjà là, lui, il était déjà là l'année dernière. Enfin, oui, mais ah oui, ben, il était déjà là. Mais j'ai l'impression, genre, Ah bah, moi, c'est moi, ça me dit des la trucs, tu mafia, vois. gros. Oui, et non, et du coup, je me suis trompé. Je pensais que Mike Lafleur, il était ici, mais non, il est chez les Rams. Mais bon, Ouais. il y a eu Mais tellement on de parlera, ouais, changements il y a pas mal de changements. qu'on s'y Mais perd un petit peu. au niveau de la free agency, il y a eu quelques changements intéressants aussi. Jawan Jennings qui s'en va chez les Vikings, donc leur receveur numéro 2-3. Il y a eu Bryce Huff et Yetur Gross-Matos, les deux edge rushers qui sont partis aussi. Kendrick Bourne, leur autre receveur 3-4 qui est parti chez les, je sais plus, chez les Rams peut-être? Je suis pas sûr. Kendrick Non, Bourne chez les Cardinals. Non, chez je sais qui plus, déjà? mais il est parti. Chez les Cards. Ah, il est parti chez les Cards, ouais. Oui. Et puis Spencer Burford sur la ligne offensive, Brian Robinson, leur running back numéro 2. Donc pas mal de départs, mais pas des gros noms. Et au niveau des arrivées, par contre, je trouve que la qualité est un peu meilleure parce qu'il y a Mike Evans qui rejoint après 10 ans chez les Bucks, qui rejoint les Niners en tant que possession receveur pour Shanahan. Ça va être très très fort, je pense. Il y a aussi Dre Greenlaw qui revient chez les Niners après sa saison assez nulle chez les Broncos. On a Osa Odigizua aussi qui arrive en tant que defensive tackle. Nate Hobbs, le cornerback. Christian Kirk et Deebo Samuel qui feront office de receveurs 2, 3, 4 dans cette offense qui sera maintenant privée de Ricky Pearsall. Et j'enchaîne juste sur la draft tout de suite parce qu'il y a aussi un receveur qui est arrivé, qui a été vu comme un peu un reach, qui a été pris au tout début du second tour après un trade down.
c'est Deshaun Stribling de Louisville, je crois. Non, de LSU. Non, de. Je sais plus. Je me souviens pas De Ole Miss. Ole Miss. Donc voilà, ils ont beaucoup de nouveaux receveurs quoi, pour Brock Purdy, qui va devoir créer un peu de l'alchimie avec ses nouvelles cibles. Et on a George Kittle qui revient de blessure toujours. Donc beaucoup de nouveaux visages en fait dans cette offense. Oui, moi je vais pas te mentir, Tristan, j'ai un peu du mal à les juger parce que toutes ces dernières années, en fait, c'est surtout les blessures qui les ont flingués et j'aimerais, vraiment voir, une année complète parce que je pense que c'est une équipe, pas qui a ça dans le sang non plus, mais qui est redoutable avec ce coach-là, avec Kyle Shanahan et tout son coaching staff. Du coup, j'ai un peu du mal, parce que je m'attendais à pas grand-chose de la part de, Michael Williams qu'ils ont drafté, l'année dernière. Et Il qui a a raté toute la saison, quasiment. Voilà, ensuite, enfin, ils ont beaucoup de choses que tu te dis: «Ah ben ça peut cliquer», mais le truc c'est que, il faudrait que je puisse voir, ces joueurs-là, jouer quoi. Donc, ils ont surtout fait, surtout en défense avec des troisièmes couteaux, voir des mecs fond de enfin, c'était vraiment fou. Donc, moi je trouve que quand même il reste en dessous des Rams et des Seahawks, mais je pense que les 49ers sera comme tous les ans une équipe, dont il faudra se méfier et une équipe qui va vraiment, faire tousser pas mal d'autres équipes parce que comme on l'a dit, Kyle Shanahan, enfin voilà, j'ai pas besoin de dire plus, quoi. Ouais, ben moi si tu as du mal à cerner cette équipe, je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve que c'est une équipe qui est, bah, comme tu l'as dit, très, très bien coachée et dont le coaching masque un petit peu, parfois, les faiblesses parce que, c'est un roster qui était excellent il y a quelques années quand ils sont allés jusqu'au Super Bowl et qui depuis a n'a pas beaucoup infusé de nouveaux talents, si tu veux, et a subi évidemment aussi beaucoup de blessures. Et du coup, en fait, bah, tu te retrouves avec toujours des joueurs qui sont très bons, hein. Je pense à Nick Bosa, je pense à Fred Warner, je pense à, comment il s'appelle, à, merde, Trent Williams. Mais c'est des joueurs qui ont, bah, du coup, maintenant 3-4 ans de plus qu'ils avaient quand ils étaient au Super Bowl la dernière fois. Donc c'est beaucoup de bons joueurs, mais beaucoup de joueurs vieillissants et si tu renouvelles pas perpétuellement le talent en NFL, bah, il finit par, s'éroder un petit peu et ces joueurs ne seront pas au top niveau éternellement, hein. Idem pour George Kittle. Donc c'est peut-être on est peut-être sur la fin de cette page-là, en tout cas pour les Niners, si jamais ils n'arrivent pas à insuffler du talent à nouveau, quoi. Ouais, c'est exactement ce que je voulais dire et je te rejoins vraiment. Moi, je pense quand même que cette équipe-là, pour moi, ils vont pas refaire une saison en 12-5. Ils ont, comme tu l'as dit, ils ont quand même bénéficié d'un calendrier assez clément avec eux. Donc, là, cette année, le calendrier est quand même beaucoup plus dur, je trouve et puis, tu as toujours les Rams et les Seahawks, qui sont, dans une forme, olympique. Donc, comme j'ai quand même confiance en Kyle Shanahan, mais les blessures et tout, tu dis, est-ce qu'ils vont se blesser ou est-ce qu'ils vont pas se blesser? Donc moi, je dirais un petit 9-8 là, un petit, ils sont en positif, donc ça sera bien. Mais comme tu as dit, il faut maintenant, le but, c'est de remettre du talent dans cette équipe-là. Il n'en manque pas, mais comme tu as dit, ils en avaient énormément. C'était en 2022 ou en 2023, je crois. Et là, quand tu vois qu'il y a plus, que c'est plus du Dre Greenlow Prime, c'est plus du Trent Williams Prime, comme tu l'as dit. Donc voilà, je dirais 9-8. Je suis un peu sévère avec cette équipe-là que j'aime bien en plus, mais 9-8 pour moi. Moi, je pense que, même si ils sont vieillissants, ils ont tous les Mike Evans, même, Christian Kirk, Deebo Samuel, Trent Williams, George Kittle, tout ça, c'est très vieillissant. Même Fred Warner, il est pas loin des 30 ans, si ce n'est déjà plus. Nick Bosa, il va pas être loin non plus. À mon avis, ils ont encore une dernière année à leur prime, on va dire, même si c'est plus le pic de leur prime, je pense qu'ils sont encore des très, très bons starters en NFL. Et donc, j'ai envie de dire, si le virus des blessures les laisse un peu tranquilles pour au moins une saison,
Je pense qu'ils peuvent pousser à 10 ou 11 victoires parce que le coaching est vraiment, solide. Mais, il suffit enfin, ouais, enfin, le risque est élevé, quoi. Je pense que c'est possible, mais, vu ce qu'on a vu les dernières saisons, c'est pas ce qui paraît le plus, probable, quoi. OK, OK. Ben, moi, je suis un peu plus sévère que toi, mais ça s'entend, hein. C'est normal qu'on ne soit pas d'accord, il y a tellement d'équipes. Oui, puis on n'est pas Hem, radicalement en oui, désaccord non plus, donc voilà, ça va. exactement. On va passer à une équipe, cette fois-ci, c'est les Los Angeles Rams, donc les deuxièmes e de la division en 12-5, pareil que les 49ers, qui sont arrêtés de l'année dernière en finale de conférence contre, les champions en titre, contre les Seattle Seahawks. J'ai envie de te dire, Tristan, j'ai l'impression que les Rams, là, ils sont en mode, on fait une bis repetita de 2022. Ouais, c'est un roster all-star là, actuellement. Ah oui, parce que bon, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ils ont tradé pour, Myles Garrett en échangeant, plein de tours de draft et aussi leur jeune joueur Jared Verse. Ils ont tradé aussi, pour, Trent McDuffie, qui, comment dire? Pas qui comble, leurs plus grosses faiblesses, mais qui déjà t'amène un peu plus de talent sur, pour moi, leur faiblesse numéro 1 quand même, c'était les cornerbacks. Et puis, j'ai l'impression que déjà de 1 qu'ils en auront peut-être pas fini avec les trades. Je pense que c'est une équipe totalement Voilà susceptible et de c'est possible, mais ils ont plus ouais. beaucoup de picks, hein. Déjà, le premier tour de cette année, il est parti pour, McDuffie. Le premier tour de l'année prochaine, le deuxième tour de 2028 et le troisième tour de 2029, ils sont partis pour, Myles Garrett. Donc, là, s'ils veulent trade, c'est soit des premiers tours de dans 2 ans, soit des deuxièmes ou des troisièmes tours de l'année Oui, prochaine. non, 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 mais je parlais pas forcément. Tu sais, en 2022, quand ils gagnent le Super Bowl, ils échangent un quatrième tour comme, contre, Von Miller chez les Denver Broncos. Je pense qu'ils sont susceptibles de faire ça s'ils voient vraiment que, ça ne marche pas. Enfin, pas que ça ne marche pas, mais qu'il y a pas les Il manque résultats quelque chose, attendus, tout ouais. ça, mais bon, je vais me dépêcher un peu parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a notamment leur, 1 tour à la draft et cetera, mais vas-y, je te laisse parler un peu comme c'est tes rivaux, c'était rivaux numéro 1, pardon, donc vas-y, Ouais, je te rivaux laisse. numéro un, bah, écoute, ça a toujours été très, très serré, entre les Seahawks et les Rams l'année dernière, dans les 3 rencontres. On fait 1-1 en saison régulière et on tire notre épingle du jeu un peu miraculeusement, la deuxième fois, avec une conversion à 2 points qui était inespérée et ensuite en finale de conférence, je trouve que, leurs points faibles défensifs les ont un peu limités. Là où nous, même si c'est la meilleure attaque, de la ligue, je pense, et que nous, on avait une très bonne défense, hem, l'écart était plus grand entre notre attaque et leur défense et je pense que c'est la raison pour laquelle ils ont fait table rase, sur leur secondary, hein. Il y a leurs 3 cornerbacks titulaires l'année dernière, Kobe Durant, Ahkello Witherspoon et Roger McCreary qui sont tous, dehors et ils ont, ramené 2 corners des Chiefs, Trent McDuffie et Jaylen Watson. Donc je pense que, heu, c'est vraiment enfin, ils ont identifié le problème, ils ont adressé le problème et il y aura pas enfin, ils l'ont pas fait à moitié, quoi. Donc je pense qu'ils sont clairement all-in, même si, c'est la dernière saison, ou peut-être pas la dernière, mais une des dernières saisons de Matthew Stafford. Il sort quand même d'une saison calibre MVP, et enfin, oui, comme tu l'as dit, c'est un peu un bis repetita de 2021-2022, où, tu les vois, aligner, tous leurs atouts, repartir sur la philosophie de: «On s'en fout des pics de draft, on veut des joueurs stars», et on va gagner le plus de matchs possible, quoi. Ouais, et juste, on va faire un petit tour, même si on en a un peu parlé, je pense, on va parler de la draft, mais c'est vrai que quand tu vois les 5 hommes de la ligne maintenant qu'il y a Myles Garrett, quand même, ça fait quand même peur. En général, moi, j'ai pas peur de grand chose, en football américain parce qu'on est là et tout, mais quand tu vois les noms Byron Young, Poona Ford, Braden Fisk, Myles Garrett, Kobe Turner, tu dis: c'est une D-line quand même, que je trouve vraiment, très, très forte. Et en Au plus, ni ils ont réussi à garder Chris Shula qui, moi, je m'attendais à ce qu'il prenne un poste de head coach, parce qu'il faisait partie des favoris en termes de candidats, des coordinateurs, de la ligue et cetera.
Et finalement, Chris Chula est resté chez les Rams et pour moi, c'est un très, très bon coordinateur défensif, qui est, en partie responsable du succès de la D-line des Rams. Oui. C'est très, très, réel. Du coup, choix un peu controversé aussi, Ty Simpson en 12, donc le QB d'Alabama, a été pris chez les Rams. Moi, je pense que c'est un pour, si tu veux me si je peux dire un truc, je pense que c'est un excellent pick. Même si, il y en a qui l'ont vu un peu, C, voire, D, parce que, beh, c'est peut-être trop haut, ils n'ont pas besoin de QB et cetera et cetera. Mais je pense que ce quarterback-là, entre les mains de Sean McVay et un peu mentor par, Matthew Stafford, je pense que, dans les prochaines années, on verra que, bah, finalement, ils ont fait le bon choix, quoi. Voilà. Sinon, en termes de draft, ils ont pris, Max Clair aussi, le tight end de Ohio State, qui peut être pas mal aussi. Donc, c'est à voir. C'est à Ouais. voir. Sachant qu'ils avaient déjà pris Terence Ferguson, au 2e tour l'année L'année dernière. dernière, ouais. Donc 2 jeunes tight ends qui vont, jouer derrière, Tyler Higbee et Colby Parkinson. Mais je crois que c'est les 2 seuls tight ends qui sont en contrat, enfin qui seront sur contrat au-delà de l'année prochaine. Donc sauf si, Colby Parkinson a re-signé entre-temps, mais j'ai pas trop vu passer l'info. Je crois que c'est les 2 seuls tight ends qu'ils ont sur le roster, pour au-delà de 2027 et comme on sait que ça prend un peu de temps de développer des quarterbacks et de développer des tight ends, c'est pas idiot comme stratégie de les drafter avant d'en avoir besoin et heu et nous, on a toujours été partisans. Après, le quarterback en lui-même, heu, on l'aime ou on l'aime pas, hein, on a le droit d'être fan du prospect ou pas. Moi, je pense que Ty Simpson, sur le peu qu'il a montré en college football, il y a eu du très, très bon. C'est juste qu'il n'a pas montré beaucoup de choses puisqu'il est parti très, très vite à la draft. Enfin, il s'est déclaré très, très tôt à la draft, dans sa carrière universitaire. Mais je pense qu'on est tous les 2 partisans de la stratégie de ne pas starter un rookie, directement, dans la mesure du possible, quand on a le choix, de plutôt, le laisser, s'adapter à la vitesse NFL, une demi-saison, voire une saison complète idéalement. On a vu les Packers faire ça, avec Aaron Rodgers, on a vu, les Packers Les faire ça avec Eagles, Jordan Love, on a vu les Eagles faire ça, on a vu, les Chiefs faire ça avec Patrick Mahomes. Enfin, il y a beaucoup d'équipes qui exactement. font, ce genre de enfin, qui prennent ce genre d'approche. Drake May, ça aurait dû être le cas, enfin ça a été le cas pendant presque une saison. Justin Herbert, pareil, ça aurait dû être le cas. Malheureusement, Tyrod Taylor s'était perforé le poumon, du coup il a dû start plus tôt que prévu, mais c'était ça l'objectif. Et donc, le choix de Ty Simpson, pour moi, il se comprend largement. C'est juste que enfin, on s'y attendait pas puisqu'ils sont dans un all-in. On s'attendait pas à ce qu'ils prennent quelqu'un qui, dans le meilleur des scénarios, sera juste QB2 cette année. Enfin, pour cette année, dans le meilleur scénario, c'est qu'il soit QB2. Le meilleur scénario, c'est qu'il n'ait pas besoin de voir le terrain. Donc, c'est pas vraiment un renfort direct, quoi. Mais écoute, vu qu'ils all-in cette année et que c'était le pic des Falcons, ils peuvent le voir peut-être comme un choix bonus qu'ils ont eu avec le trade down de l'année dernière et du coup, se permettre ce luxe de prendre un joueur qui ne va pas apporter dès son année 1, ce qui peut se défendre. Oui. De toute façon, je pense qu'on est sur, l'un des 2 ou le meilleur coach de la ligue. On sait qu'en termes d'attaque, il sait assez bien gérer tout ça. Donc s'il l'a pris, c'est que je pense qu'il doit bien bien l'aimer et que je pense qu'il compte faire des dingueries, avec lui plus tard. Ouais. Moi, ce qui m'étonne, c'est un petit Ouais, peu le profil par contre, parce que, le profil de Ty Simpson, il se rapproche plus d'un game manager comme un peu comme il avait avec un Jared Goff, plutôt que, d'une machine avec un bras, monstrueux, comme Matthew Stafford, même si Matthew Stafford est un très, très bon processeur aussi et du coup, ouais, ça m'a un peu surpris parce que je voyais pas je voyais pas tellement la continuité avec le jeu de Matt Stafford, mais écoute, peut-être qu'il a décelé quelque chose que
que mes yeux de novice n'ont pas vu, hein, donc on verra bien. Oui. Sachant que, par exemple, quand ils avaient pris Lamar, et d'ailleurs, on a oublié de dire Lamar dans un QB que tu reposes pendant quasiment une saison, et après, quand il joue, il est vraiment prêt, et ben, il est bon. Ils avaient changé de entre Flacco et Lamar. Je me dis que Sean McVay, bon, je pense qu'il va pouvoir quand même faire quelques trucs. Je pense qu'on a été assez complet. Donc, pour le record des Rams, moi, je pense vraiment pas que les Rams vont surnager pendant la saison. Peut-être en playoff, ils le feront, ils sont tout à fait capables de le faire, mais pendant la saison, je vois un peu comment dire, la machine se mettre en route petit à petit, perdre des matchs un peu comme ils avaient fait avec les Panthers l'année dernière. Ils avaient eu un peu du mal aussi en début de saison contre d'autres équipes un peu moins bonnes. Donc, ouais, moi, je vois entre 11 victoires et 13 victoires. Voilà, bon, il y a un gap un peu, mais je pense qu'ils vont finir soit premier de la division, soit second, Ouais, mais pas en dessous. je C'est sûr, suis d'accord avec toi, sauf s'il y a grosse blessure, de évidemment. de de Zinzin qui fait foirer la saison. Mais je suis d'accord avec toi, je pense que moi, je les vois au-dessus de 12 victoires, hein. Je pense que c'est plus, 13 ou 14 victoires en saison régulière et peut-être en playoff, il y a une équipe qui saura leur poser problème et a priori, la tête de la division se jouera entre eux et les Seahawks et se jouera aussi sur les 2 confrontations, entre eux quoi, sur les 2 match-up, Seahawks-Rams. Je pense que l'équipe qui arrive à tirer son épingle du jeu, sauf s'ils font 1-1, auquel cas ça changera pas, enfin ça sera décidé, sur les autres matchs. Mais, s'il y a une équipe qui sweep l'autre, je pense que c'est cette équipe-là qui finira première de division sans trop de sans trop de difficultés, quoi. Ok. Moi, je mets un petit peu en dessous de toi dû au calendrier que je trouve assez dur, personnellement. Bon, mais là, je crois que c'est le moment où je vais plus parler, même je vais aller me faire un café et toi, tu peux parler, je te laisse la main, allez. Les Bah, écoute, Seattle Seahawks. les Seahawks, champions en titre, c'est l'année dernière. Ça, déjà, ça régale. Franchement, grand grand merci à eux de m'avoir fait vivre ça en tant que supporter. Parce que, ça fait quand même, plus de 10 ans que je suis cette équipe et bah, depuis le dernier Super Bowl, quoi. C'est à ce moment-là que je suis devenu, supporter de Seattle. C'est la dernière fois qu'ils ont gagné le Super Bowl. Là, ensuite, on est retourné, on a perdu et là, il y a eu une espèce de pour les joueurs et pour le staff, ça a pas fait cet effet, mais je pense que pour les supporters, ça a enlevé une sorte de, tu sais, de cicatrice. Ça a guéri une espèce de vieille blessure parce qu'on a, sur le chemin de notre Super Bowl, on a battu les 49ers, on a battu les Rams, nos 2 rivaux de division de longue date et les 2 équipes qui nous ont éliminés en playoff aussi, plusieurs fois, ces dernières saisons et on a pris notre revanche sur les Patriots au Super Bowl, qui nous avaient battus, en 2014. Donc ça ouais, ça a guéri quelque chose, en moi et ça m'a fait beaucoup de bien. Maintenant, pour ce qui est de la free agency et de la draft, en vrai de vrai, il y a pas énormément de choses à dire puisque on a perdu en gros 4 titulaires, à savoir Kenneth Walker, MVP du Super Bowl, Rick Woolen, Kobe Bryant et Boye Mafe. Kenneth Walker, il a été remplacé instantanément par Jadarian Price, donc poste pour poste à la draft, premier tour de la draft. Pareil, l'idée de prendre un running back au premier tour de la draft, pour moi, elle se justifie si tu as les conditions adéquates. Là, le joueur valait à peu près le pic, à 5 ou 10 pics près. Je pense qu'on est dans la range de bonne value. Et le besoin était là. La ligne commence à être, pour une fois, solide à Seattle. Donc, c'est pas un pic qui m'a dérangé. Kobe Bryant, remplacé par Bud Clark, pareil. Donc, on a fait poste pour poste à la draft. Rick Woolen, remplacé par Julian Neal. Il va y avoir une perte, enfin, une baisse de régime parce que Rick Woolen, c'était quand même un très très bon cornerback, malgré 2-3 P au cerveau de temps en temps. C'était quand même un très bon cornerback. Et Boye Mafe, qui a été remplacé par Dante Fowler Jr. en free agency. Mais hormis ça, il n'y a pas eu de grosses dépenses pendant la free agency. Et je pense que ça faisait entièrement partie du plan de John Schneider
puisque là, on est prévu d'avoir 4 pics compensatoires à la draft en 2027. Et donc, je pense que c'était à peu près le plan de notre general manager. Donc, une free agency globalement peu mouvementée, surtout sur les départs, mais bon, c'est le prix à payer quand tu gagnes le Super Bowl. Tes free agents se font un peu surpayer de partout et du coup, si tu t'alignes, tu surpayes. Et donc, nous, on a choisi de ne pas s'aligner, laisser les gars partir et tenter de remplacer avec du talent à la draft. Draft qui, je trouve, était pas trop mal. Donc voilà, pour moi, c'est le, le, le processus est bon. Maintenant, on verra les résultats. Mais le coaching staff à Seattle a fait des très bonnes choses. D'ailleurs, en parlant de coaching staff, je te laisse peut-être un peu parler de Clint Kubiak qui s'en est allé chez les Raiders. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Moi, si je peux dire un truc, c'est Clint Kubiak, pardon, qui est passé par chez moi autrefois. euh, comment dire, a rendu la vie plutôt facile à Sam Darnold. Et Sam Darnold, parce que tu en as pas parlé, euh, Sam Darnold a fait une saison complètement bonne. Certes, oui, il y a les matchs, enfin, il y a les gens qui vont un peu s'énerver parce qu'ils voient faire que 4 ou 5 interceptions contre les Rams, oh là là, tout ça. Sauf que je trouve que Darnold a vraiment été sur la continuité de sa saison qu'il avait fait en 2024 avec les Vikings. Peut-être que là, on lui a demandé peut-être un peu moins de faire du hero ball en mode ah ben il faut que ce soit toi qui nous sauve les miches. Mais, euh, mais franchement, pour moi, j'ai rien à lui reprocher. Même quand au Super Bowl, il a quand même fallu. Bon, il a été un peu struggle, mais on a vu qu'en face, Drake May, il a été plus que lui. Il a fait les bons choix. Enfin, moi, j'ai rien à lui redire. Il fait pas partie du top 5 des meilleurs QB de la ligue, mais il a complètement fait son job, suivi d'un one-two punch running back là, Zach Charbonnet plus K9, qui franchement c'était une bête de duo, malgré la perte de Zach Charbonnet, je crois que c'était contre les 49ers. Ouais, c'était Ou au début avant. des playoffs, ouais, premier match de playoffs. Voilà. Et bien sûr, comment ne pas évoquer la saison de Seattle en ne disant aucun mot sur Jackson Smith-Njigba, Ouais. qui est devenu, allez, vas-y, si on parle intrinsèquement, un des 4 meilleurs receveurs de la ligue, pour être large. Oh, facile, ouais. Et il a signé son contrat, enfin, il a prolongé cette intersaison et c'est le receveur le mieux payé de la ligue Voilà. et Et le parce que, Offensive Player of the Year en titre. voilà, et enfin, c'était lui qui avait tous les stats, enfin, il était pas premier, donc vraiment, pour moi, en fait, cette équipe, c'est pas non seulement une défense extraordinaire, parce que ça, je pense que maintenant, on va commencer à s'y habituer un peu, mais c'est que l'attaque gérée par Clint Kubiak était, même si parfois, Tristan, tu me disais que c'était un petit peu, enfin, que tu râlais sur certains trucs et tout, après, c'est C'est jamais jamais parfait. parfait, évidemment. Mais ben, franchement, et du coup, ben, moi, je sais pas si toi, qu'est-ce que tu en penses en tant que fan de cette équipe-là, de la perte de Clint Kubiak. Est-ce que tu penses que l'attaque, malgré la perte de ce coach-là, va quand même fonctionner autant, voire même mieux que lors de la saison Super Bowl, quoi? Bah, écoute, moi, la saison Super Bowl, je m'attendais à ce qu'on fasse une bonne saison parce que j'avais confiance en Mike McDonald, j'avais confiance à ce que la défense s'améliore, j'avais confiance au fait que John Schneider, ça faisait plusieurs drafts, que ça draftait très très bien. Là, on avait drafté Isabelle, Nick Emanori, les deux ont fait une très bonne saison rookie. Euh, et j'aimais bien le choix de Sam Darnold. On prend un QB qui sort d'une bonne saison chez les Vikings et on quitte le projet Geno Smith un an plus tôt plutôt qu'un an trop tard. Et pareil, DK Metcalf, on voit que dans le schéma, ça va pas marcher. En plus, il arrive en fin de contrat. Bon, ben, on le trade. Vaut mieux le trade un an trop tôt qu'un an trop tard parce qu'après, ça n'a plus de valeur marchande. Et du coup, au final, on a fait un très très bon réarmement l'année dernière, je trouve. Et cette année, je trouve, enfin, il y a eu beaucoup moins de choix forts parce que ça a moins nécessité de choix forts, mais on a gardé la ligne directrice de on a une idée en tête, on suit notre plan à la lettre. Et là, tu vois, on voulait garder une offense style West Coast, schéma Shanahan, tout ça. Et on est allé chercher Brian Fleury, qui était
l'assistant protégé de Shanahan. C'était pas le coordinateur offensif, mais c'était le run game coordinateur. Et il est passé par aussi plein de postes dans l'offense de Shanahan, même y compris des postes du côté défensif du ballon. Et donc, c'est apparemment un candidat qui a énormément plu à Mike Macdonald. Et on n'a pas fait on n'a pas fait la solution facile de juste prendre quelqu'un de notre staff et le promouvoir au poste de coordinateur offensif. Non, non, on est allé chercher le profil qui correspondait le mieux, même si c'est un coordinateur qui n'a jamais été play caller dans sa carrière, puisqu'il a toujours été derrière Shanahan. Mais j'ai vu Mike Macdonald dire en interview que pour lui, c'était surfait d'avoir de l'expérience en play calling et que c'était quelque chose qui pouvait s'apprendre sur le tas largement. Et du coup, franchement, j'ai pas envie de dire que le repeat va arriver tout seul. Hein. C'est déjà très très dur de gagner un Super Bowl, mais alors en gagner deux, on n'en parle pas. Mais je pense que c'est une équipe qui est vraiment bien partie et la fenêtre est grande ouverte. En fait, on a gagné le Super Bowl à la première année où la fenêtre était ouverte. Et a priori, on a une ouverture de plusieurs années. Donc je pense que Seattle devrait, à moins de catastrophes et de naufrages complets, devrait jouer le Super Bowl ou en tout cas devrait jouer la NFC, devrait jouer des victoires en playoff tous les ans pour les 2 ou 3 prochaines saisons à minima. Et donc, je ne vois pas de raison pour lesquelles ce ne serait pas le cas cette année. Et donc, pareil, peut-être en saison régulière, peut-être que les Rams seront au-dessus. Mais moi, je vois au moins 12 ou 13 victoires en saison régulière pour Seattle. Et ensuite, en playoff, on verra bien. Oui, oui, voilà. D'abord, prenons les choses. On pourra faire après des previews sur les matchs de wildcard, etc., etc. Mais je suis un peu de ton avis. C'est exactement ça. C'est les Seahawks, ils ont gagné au moment où la fenêtre venait à peine de s'ouvrir. Donc ça, c'est cool. Comme tu as dit, je pense que cette équipe sera parmi les contenders, comme tu as dit, encore 1, 2, voire 3 ans. Après, ça dépend. Si tu fais de bonnes drafts et tout, ben, tu peux prolonger ce laps de temps-là. Exact. Moi, je vais dire exactement pareil que les Rams. Je vois les Seahawks à 11, 12, voire entre 11 et 13. Pour quasiment la même raison pour le calendrier. Je pense qu'ils seront être plus réguliers que les Rams, mais j'ai quand même du mal à voir cette offense-là, après la perte de Kenine et de Clint Kubiak, vraiment être en pétard comme ça. Parce que ce qu'on a vu avec le duo de RB plus JSN, ils étaient en pétard quand même, surtout de JSN. Donc je me dis peut-être que tu as une année où tu fais un peu moins de chiffres là, tout ça. Donc je me dis que si ça peut te faire perdre 1 ou 2 matchs en plus que lors de l'année 2025, voilà. Donc entre 11 et 13 victoires, sinon je pense exactement comme toi du coup. Il Ouais, faudra compter sur eux en playoff, c'est sûr. c'est sûr. Normalement, a priori, on verra les Rams et les Seahawks en playoff sans trop de surprises. Voilà. Et du coup, on en a fini avec cette NFC Ouest. Ça fait plaisir de faire des divisions comme ça où il y a beaucoup de choses à dire parce que les équipes travaillent bien et sont très fortes. Donc c'est carré. Merci Tristan. Bah, merci Max, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Je crois, on est au troisième épisode. On en a plus que 5 et on aura déjà bouclé toutes les divisions. Je ne sais pas encore dans quel ordre ça va sortir, mais branchez-vous pour le prochain épisode. Laissez un like, laissez un commentaire si vous voulez apporter du soutien ou même si vous avez des questions ou si vous avez des remarques, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires. On vous embrasse et on vous dit à très bientôt. Ciao tout le Allez, monde. ciao, ciao.